Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre rétro game show et sans plus de suspense que ça, la Nintendo 64 s'offre à nous, disponible à partir de mars 97 chez nous pour les petits Européens, malheureusement fin de production en juin 2003, ce qui remonte déjà à la dernière production il y a 14 ans pour ceux qui regardent ça en 2017. Vous avez devant les yeux une édition Clear Blue qui est sortie grosso modo en France dans les années 98 avec une manette, le Jumper Pack qui est sur la gauche, mais on verra ça plus tard. Vous avez quelques exemples, c'était une des dernières consoles à utiliser les cartouches chez Nintendo pour les consoles de salon. Il y a eu environ 400 jeux de sortie. Que dire de plus? On a devant les yeux, un petit peu en haut à droite de l'écran, le Super Mario 64, le jeu qui s'est le plus vendu avec 11 600 000 exemplaires à peu près, ce qui est pas énorme comparé aux autres jeux qu'on a pu voir au fur et à mesure de la série. Je vous rappelle que des Tetris sur les Game Boy s'étaient vendus à 35 millions d'exemplaires, donc 3 fois plus. Mais a contrario, la console s'est aussi beaucoup moins vendue. Grosso merdo, 33 millions d'exemplaires, autant pour moi. Ce qui revient à dire qu'on est à peu près 3 fois moins de consoles 64 que de consoles portatives. Sur ces années de vie-là de Nintendo, on sentait que la concurrence était assez dure. Il y a eu un choix qui a été fait de garder les cartouches à l'époque, alors que le développement du CD commençait doucement mais sûrement à arriver. Mais enfin bon, on verra ça peut-être dans un autre épisode, très certainement même. Donc nous avons devant les yeux ici une magnifique Nintendo 64 en édition Clear Blue, comme je l'ai dit, le bleu transparent qui laisse à peu près entrevoir l'intérieur de la console. J'ai toujours été fan des consoles transparentes, comme ça on voit l'intérieur. Les versions squelettes, c'est toujours un truc assez extraordinaire. On a aussi un point crucial à aborder. On voit sur le devant les 4 prises, hop, là et là. C'était une des premières consoles, voire même la première console, si de tête je me rappelle, qui intégrait les 4 ports pour jouer en coopération sans adaptateur. Suffisait d'avoir 4 manettes et vous jouiez avec tous vos potes à la console. On notera tous ceux qui ont pu jouer à GoldenEye 64 s'en rappelleront. Alors pour parler beaucoup plus précisément de la console, l'une des premières, il me semble, à intégrer la 3D temps réel, ce qui est quand même pas n'importe quoi, ce qui justifie l'utilisation du joystick qui est ici sur la manette. Une console qui, comme son nom l'indique, a 64 bits, ce qui au final ne veut pas dire grand-chose, parce que même si on se faisait la guerre dans les cours de récré à l'époque où elle est sortie, ça veut rien dire de plus sur la performance de la console. C'était juste un très très bon argument marketing, une très très bonne prouesse aussi de la part de Nintendo d'intégrer vraiment la 3D pour le développement futur de ces jeux. Alors pour parler un petit peu plus de la manette a 3 branches, parce que bon, il y a 3 branches, avec toujours une très mauvaise croix directionnelle, mais par contre il y avait un joystick, les boutons BA qu'on retrouve, les mêmes que sur la NES, les mêmes que sur la Super NES, un bouton Start. Par contre vous allez me dire, il y en a 4 autres en plus, sauf que non, si on regarde bien, ce sont des flèches, ça sert à activer le petit C, ça sert à activer les menus rapides en général dans les jeux. Par contre, à l'arrière de la console, on a une gâchette, ce qui était très pratique quand on la tenait, hop, comme ça, comme un pistolet, parce que la gâchette vient derrière le doigt, et on a également un petit port là d'extension pour 2 équipements, là, qu'on verra juste après. Alors, la manette est très très bien. On a aussi 2 gâchettes. Oula, comment j'ai pu oublier les 2 gâchettes qui étaient déjà présentes sur la Super NES, mais bon, elles sont encore là, Donc pratique, sauf que bon, quand vous êtes comme ça, pour aller chercher la gâchette, c'est difficile. Donc voilà, 2 modes de jeu, vous la tenez comme vous voulez, évitez de la tenir comme ça, parce que ça ne marchera pas pour vos jeux. Alors, quand on parlait des accessoires qui venaient se greffer sur la manette, parce que hop, les 2 qu'on a là ne se greffent pas sur la console, mais sur la manette. On a par exemple ici un petit, fait le point, Rumble Pack.
siglé Nintendo 64, hop là, qui vient se mettre à l'arrière de la console, comme ça, qui intègre à l'intérieur 2 piles. Tout le bloc là, c'est un moteur. Et en fait, sur certains de vos jeux, comme un qu'on a là-haut, Mario 64 aussi, peut-être Star Wars, je ne sais plus, qui procure des vibrations. Je vous rappelle qu'on a vu ça aussi dans certains jeux Game Boy que je vous ai présenté, les cartouches un petit peu grandes avec le Rumble Pack aussi à l'intérieur, un vibreur. Ça fait un bon contrario. Nintendo avait l'habitude d'exporter tous ces concepts sur les consoles possibles et imaginables. Après, on a, hop, on va enlever ça, le Transfer Pack de Nintendo, donc encore une fois siglé, avec le port qui sert à accueillir des jeux de Game Boy qui servaient à être joués sur certains jeux compatibles. Alors, là, bah, j'en ai un. Alors, bon, ça fait une manette très très grosse. Hein, là, ceci dit, hop, on va la poser là. Celui-ci, par exemple, le Transfer Pack avec Pokémon rouge, ou Pokémon bleu, ou Pokémon jaune, servait à être utilisé avec Pokémon Stadium, que l'on a là, où on pouvait jouer avec son deck, son starter, dans le jeu directement. C'était, ma foi, pas si mal. Ça permettait d'éprouver un petit peu ces jeux face à une IA un peu plus intelligente sur un plus gros jeu, parce que vous vous doutez bien que sur une petite cartouche comme on a là, il n'y a pas la même intelligence, il n'y a pas les mêmes performances que sur une cartouche avec en plus une vraie machine pour bien travailler. Il y a eu plein d'autres jeux comme ça, il y a eu Dr Mario qui était compatible, il y a eu Mario Golf qui était compatible. Enfin bref, vous retrouverez très facilement une liste sur internet de tout ce qui était compatible avec le Transfer Pack. Alors attention, ça ne sert pas à jouer à Pokémon ou à n'importe quel autre jeu. Si je sors un Zelda, je vais pas pouvoir jouer à Zelda. Si je sors un Batman, je vais pas pouvoir jouer à Batman. Sur la console, ce n'est pas un émulateur comme le Super Game Boy sur la Super NES. Faut faire attention à ça. De base, la console a été fournie avec ceci. Je ne sais pas si on va le voir. Hop là, oui, c'est un Nintendo Jumper Pack. C'est à l'intérieur de base, hop là, ici, de la console. Moi, j'ai retiré l'étiquette parce que bah, ça m'amuse, premièrement. Et puis, vu qu'il y a marqué ne pas retirer, bah, j'ai eu le sentiment qu'il fallait que je la retire. Et ça vient se glisser là, hop, bien caché tendrement. Et ce Jumper Pack servait pour booter la console premièrement, mais ça sert aussi de on va dire un semi-expansion pack. L'expansion pack, j'en ai malheureusement pas à disponibilité sur moi ou là. C'est prévu dans les achats prochains, mais j'ai pas les jeux nécessaires pour ça. Ça servait en fait, comme son nom l'indique, l'expansion pack, ça sert à une extension de mémoire RAM qui servait à certains jeux les rendre plus beaux, un graphisme amélioré, un taux de rafraîchissement plus haut, et même pour certains jeux c'était obligatoire pour le lancement. On notera, il me semble, que Majora's Mask était obligatoire avec l'expansion pack, je vais y arriver ce soir. Donkey Kong 64 devait être aussi obligatoire avec ça. Donc bon, assez de jeux. Rassurez-vous, à l'époque c'était vendu en bundle, maintenant plus vraiment. Par contre, sur les étiquettes sur les boîtiers, vous retrouverez, si c'est obligatoire vraiment, il y a une annotation qui vous dit attention, je ne peux pas démarrer sans l'expansion pack, ou qualité de jeu, confort de jeu amélioré avec l'expansion pack, ce qui, ma foi, est pas trop mal. J'ai pas de jeu qui nécessitent l'expansion pack ou qui sont compatibles avec l'expansion pack devant les yeux. C'est prévu aussi que j'en achète, hein, bien sûr, mais bon, on fait avec ce qu'on peut. Sylvain de Matos Game n'a pas forcément tous les jeux du monde, malheureusement, et c'est toujours un certain prix qu'il faut savoir quel est dans son budget. Bref, en parlant de jeux, donc on a bien vu, c'était une cartouche, c'était même encore des cartouches, à son plus ou moins similaire à la cartouche de Super Nintendo, mine de rien. Parce que vis-à-vis de la taille, c'est à peu près pareil. L'intérieur, parce que moi je les ai démontés, c'est à peu près pareil. Le seul truc, c'est qu'on n'a pas le slot au milieu. Et bon, comme d'hab, ça vient se glisser au-dessus. Hop, et on permet de allumer la console comme cela. Maintenant, on va se concentrer un petit peu sur les boîtes. Parce que même si Nintendo
avait la fâcheuse tendance à faire des boîtes en carton qui ne tenaient pas, à contrario de Sega qui, à l'époque, sortait la Mega Drive avec des boîtes en plastique dur, ce qui était quand même intelligent pour l'époque. Hein, on va dire ce qui est sortir des... On retrouve beaucoup plus de jeux en boîte de chez Sega que des Nintendo, malheureusement, parce que ça reste encore une fois des boîtes en carton, hop, que l'on ouvre là, et à l'intérieur, tout est en carton. Sauf le jeu. On n'a toujours pas le petit polystyrène, parce qu'à l'époque, ils avaient compris que ça servait à rien de faire des boîtes de 40 cm pour des jeux de 30. Alors, hop, on a la petite notice ici, et on a aussi une cale en carton qui servait à rien, hein, à part à tenir le jeu comme ça. À l'intérieur, on a Super Mario World, Super Mario 64, pardon, hop, qui a été, je vous rappelle, le jeu le plus vendu, le jeu que je joue actuellement, est fourni avec la notice, parce qu'après tout, faut savoir. Alors, encore une fois, une notice très très grosse, en plusieurs langues, hein, mais quand même très très grosse, avec tous les concepts de jeu. Comment sauter, comment faire des flips, comment glisser, à quel bouton, quelle action, etc., etc. Comment se déplacer. Je me demande même si un jour ils vont pas nous sortir les cheat codes à l'intérieur. Mais on a même une autre surprise que l'on avait sur certains jeux de l'époque. C'était à l'intérieur, on avait un descriptif des niveaux. Et oui, hop là. Alors là, on a par exemple Star Wars Shadow of the Empire, qui est encore dans son petit plastique d'origine, je tiens à le préciser, mais c'est surtout, hop là, petit domino avec les cartouches. On a encore une fois l'explication de la manette, comment jouer, table des matières. Qu'est-ce qui se passe avec tout ça? C'est que il nous explique comment jouer dans chaque niveau. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. On l'a pu, ça, maintenant. On a aussi les objets, on a un petit mémo. Heureusement, rien n'est marqué. On a, si vous voulez appeler Nintendo pour vous aider, on a tout ça là. Hop, et ben mine de rien, ça fait quand même pas mal. Pour vous rappeler un petit peu les chiffres clés de la 64, le début de production, enfin même la disponibilité en France, en Europe en 97, la fin de production en 2003. Il y a eu grosso modo 33 millions d'exemplaires de la console vendue. Le jeu le plus vendu, c'est celui qui est dans la console Super Mario 64 à 11 620 000 exemplaires sur une bibliothèque d'environ 390 jeux. Sur ce les gens, portez-vous bien. Nous on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Je tiens à remercier encore une fois Matos Game, Sylvain, le propriétaire, pour tout son aide, ses conseils et sa gentillesse dès qu'il s'agit de lui emprunter un jeu. Là, j'ai tout acheté chez lui. Donc, vous pouvez aller le remercier sur la page Facebook qui est dans le lien dans la description de la vidéo. Sur ce, portez-vous bien et nous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.